Donc, du coup, présentation de Fénard faite. Mais si tu as des choses en plus à dire, plus de détails à donner sur ton parcours jusqu'à arriver du coup dans la chaotique multigaming en tant que manager, Fénard. Bah, IRL, je m'appelle Thomas Hay. J'ai 16 ans, comme je vous l'ai dit. J'habite en Loire-Atlantique. Et je suis en première technologique en STI 2D. Voilà. Mhm. Mon parcours pour devenir e-sport, tu veux que je le dise maintenant? Ouais, par exemple, comment t'es passé de simple joueur de jeux vidéo ou je sais pas si t'étais par exemple joueur du dimanche ou vraiment Hmm. t'étais déjà bien accro dans les jeux vidéo jusqu'à aller jusqu'à l'e-sport en fait. C'est bel et bien un joueur du dimanche. Moi, j'en fais encore partie, hein, personnellement. Bah perso, déjà, je pense que je peux commencer par comment j'ai pu commencer les jeux vidéo. Mhm. J'ai commencé avec mon petit cousin, qui est son père et mon parrain. Mhm. Et je suis allé chez lui pendant les vacances et il m'a fait découvrir Minecraft sur PS3. Ah, Et, et du coup, il m'a initié à Minecraft sur PS3 et je peux vous dire, putain, c'était magique. Donc j'ai kiffé, j'ai juste kiffé. Et puis quand je suis reparti, mon parrain a vu que j'avais kiffé. Du coup, le Noël qui suivait, il m'a offert une Play 3 avec Minecraft. Et donc c'est là où j'ai commencé à jouer. J'ai joué de plus en plus jusqu'à regarder des vidéos sur mhm. YouTube de Minecraft. Et là où j'ai vu que Minecraft pouvait aller plus loin, du coup j'ai acheté un PC. J'ai acheté un PC, j'ai joué sur des serveurs Minecraft parce que c'est ce qui m'intéressait dès le début. Après, j'ai rencontré des gens, j'ai joué à Fortnite avec des gens. Ouais. Sacrée erreur. Euh, j'ai joué à Fortnite, qui m'a fait découvrir d'autres gens et avec une certaine personne avec laquelle j'ai un peu joué et notamment c'est cette personne-là qui m'a acheté Counter-Strike. Je n'ai pas acheté Counter-Strike et Ouais. du coup bah de là est venue ma passion pour Counter-Strike et le e-sports parce que dans la suite après j'ai commencé à jouer et tout et in-game j'ai rencontré un super pote avec qui je suis encore ami aujourd'hui. Ça fait depuis que j'ai quasiment mon PC qu'on se connaît. Et puis, il m'a fait découvrir le monde de l'e-sport. Et moi qui adore l'esprit compétitif, qui adore les jeux vidéo, j'ai direct accroché. Mm. Et du coup, bah, j'ai continué à jouer à CS, à évoluer là-dedans, quoi. Jusqu'à arriver ici. Par des, par du bouche à oreille. Voilà. Et c'est quoi la chronologie plus ou moins entre le moment où tu as commencé sur Minecraft, le moment où tu as commencé du coup sur CS et le moment où tu as vraiment commencé en association avec par exemple la chaotique quoi. Ok, bah, je pense que ça doit être vers mes 10 ans. Hmm. J'ai Ah eu oui. cette rencontre avec, ou un peu plus tard avec Minecraft. Après, je suis resté 1 ou 2 ans ou 3 sur PlayStation 3. Mhm. Après, bah, du coup, j'ai acheté mon PC. Ça va faire 3 ans, je l'ai là. Ouais. Et du coup, bah, ça doit faire 1 an ou 2 que je joue à CSGO. Faut que je regarde sur Steam. Mais ouais, ça doit faire 1 an ou 2 que je joue à CS. Et ça fait depuis juin 2020 que je suis chez la KO. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a vraiment intéressé quand t'as entendu parler de du coup de la chaotique du bouche à oreille, tu dis ça? Et comment t'en es venu à dire ah tiens je vais les rejoindre eux en fait? Bah, quand j'ai entendu parler d'e-sport, je me suis dit, et que je me suis renseigné dessus, je me suis dit, faut que je continue dedans, faut que je travaille dedans limite, tu vois. Ouais. Du coup, comment dire? Du coup, j'ai continué, et du coup, on a monté un truc avec mon pote qui m'a fait découvrir l'e-sport, Sayan, il Mhm. s'appelle, on va l'appeler comme ça, sinon ça va être chiant. Euh, Du coup, Sayan m'a fait découvrir l'e-sport et avec lui, on a monté une équipe de joueurs du dimanche pour le coup sur CS. Ouais. Et,
Et du coup, bah, j'ai kiffé. J'ai kiffé jouer en équipe sur CS, j'ai kiffé. Sauf que j'avais pas le niveau. Parce que ça faisait pas longtemps que j'avais le jeu, donc j'avais pas le niveau. Et j'étais passé dans le staff de l'équipe. Et c'était une petite équipe, on faisait juste du matchmaking, rien de plus. Mhm. Et du coup, bah, quand ça s'est arrêté, bah, je manquais un peu de challenge, tu vois. Ouais. Genre, je me faisais entre guillemets un peu chier. Et du coup, il y a Ça arrive. il y a un pote qui m'a dit, tu t'es encore dans l'e-sport, un mec que j'ai rencontré grâce à CS aussi, qui m'a dit ouais, t'es encore dans l'e-sport et tout. Je dis ouais. Et il m'a dit qu'il avait un serveur Discord, une structure e-sport sur une structure e-sport, tout simplement. Et du coup, bah, j'ai dit vas-y, envoie, j'ai rejoint. Le soir même, Lord a fait j'ai posté ma candidature. Lord m'a répondu direct. Et du coup, il m'a fait passer à manager le soir même. D'accord. Voilà. La réactivité. Ouais, Ouais. ça a C'est été pour, assez c'est rapide pour au ça que, final. c'est pour ça que je dis que c'est un peu du bouche à oreille que je suis venu jusqu'à ici. D'ailleurs, beaucoup plus de réactivité qu'à l'heure actuelle, je tiens à le préciser. On était en vacances, Ça c'est commence à normal. parler. C'est ça, début d'année. Et du coup, au final, si tu as rejoint en tant que manager et non joueur, c'était plus à cause de ton niveau ou c'était vraiment la volonté de rejoindre en tant que manager parce que tu avais déjà de l'expérience dans ça en fait? Je pense que c'est plus déjà mon niveau. Déjà, je voyais mon niveau, il y avait un énorme écart entre moi et les autres. Ouais. Et du coup, bah, j'avais pas vraiment la volonté de faire 2 heures de deathmatch par jour pour améliorer mon aim, Hmm. 1 heure de strat time à chaque fois. Du coup, bah, j'avais pas la volonté. Du coup, bah, je me suis mis de côté. Et, c'est comme ça que je suis venu encadrer l'équipe. Voilà. Ouais, d'accord. Mais Donc, on peut dire que Chaotix, c'est ma première expérience, vraie expérience de management. d'accord. Donc au final, pour être manager, il faut pas avoir un très bon niveau de jeu ou l'un n'empêche pas l'autre au final? Comment? En tant que manager, t'as pas forcément besoin d'avoir un excellent niveau de jeu. Donc, en tant que manager d'équipe Je dois e-sportive. avoir je dois connaître les bases en soi Ouais. pour que je puisse. Enfin, je dois connaître les bases, c'est logique, mais j'ai pas besoin d'avoir le niveau de mes joueurs actuellement. Je trouve ça pas très utile. Alors, Mhm. si je peux aider là-dessus, c'est qu'en fait, Ouais. un manager doit quand même connaître le jeu un peu sur le bout des doigts parce qu'il doit gérer quand même du recrutement, donc savoir du coup des critères de recrutement, son niveau de jeu, son Mhm. IM par rapport à son poste. Il doit connaître voilà, les cartes, savoir comment il joue. Et tout ça, bah, si le manager ne connaît pas le jeu, ne sait pas jouer au jeu, n'a pas déjà une bonne base, c'est difficile de manager une équipe sur un certain jeu sans connaissance, quoi. T'as Mhm. des Parce bases. qu'après, Excuse-moi, je te coupe, Fénard. T'as des bases de jeu, enfin de management que tu peux avoir partout, que ça soit l'encadrement d'équipe, le team play, le solo, la communication, ça tu peux l'avoir sur tous les jeux, il n'y a pas de souci. Mais en fonction du jeu, tu as des choses qui vont changer à chaque fois, et c'est là où la personne qui sait jouer au jeu, même si elle sait pas non plus niveau professionnel, mais qui sait jouer au jeu, qu'elle a un petit niveau dans le jeu, c'est là que ça va faire toute la différence entre quelqu'un qui ne connaît pas du tout le jeu. Mhm. après, je voulais rajouter aussi que si t'as pas les certaines bases dans le jeu, je sais pas comment tes joueurs peuvent te prendre au sérieux. Genre. Ouais. Ton joueur a C'est vrai. dit on fait ça, on fait telle strat. Je fais ouais, je sais pas ce que c'est. Bah le mec en face il dit mais toi t'es manager, genre tu connais même pas la base du truc. Enfin tu manques de crédibilité et Ouais. après c'est n'importe quoi. Et là, est-ce que Goslim, tu appuies un peu ce qu'il dit? Toi, c'est quelqu'un qui est manager, mais déjà un peu plus expérimenté par rapport à Fénard. Alors, un peu plus, ouais, peut-être pas autant que Fenar, parce que, enfin, sa section, a priori, roule quand même un petit peu mieux que la Rocket League actuellement. Après, effectivement, c'est vraiment essentiel, ouais, de connaître les bases. C'est sûr, comme dit Fenar, pour justement être pris au sérieux. Et après aussi, oui, non, c'est vraiment ça, c'est connaître les bases, en fait, comment ça s'articule vraiment.
pour avoir la meilleure vision possible aussi de ces joueurs, pour ça aussi, un petit peu leur niveau et tout ça, et après correspondre aussi, enfin faire correspondre après le maximum de joueurs, déjà aussi à l'esprit aussi surtout de l'équipe en soi. Avoir vraiment cet esprit-là aussi d'être très droit justement dans les games, et puis connaître ses objectifs aussi surtout, et du coup avoir la meilleure vision aussi justement du jeu lui-même et du gameplay surtout qu'il aborde. Mhm. Et du coup, être manager dans les grandes lignes, c'est quoi vraiment concrètement dans l'action? Que fait le manager par rapport à son équipe, par rapport au jeu, même, j'en sais rien, en gros, quoi. Manager, qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, perso, la définition de manager, après, je pense pas l'avoir vraiment. Mhm. Un manager, genre, il doit tout le temps être à l'écoute de son équipe et toujours être présent auprès de ses joueurs. Genre, s'ils ont un problème, s'ils ont besoin de quelque chose, s'ils ont un problème même dans leur vie perso, après, je vais un peu loin. Mais je suis là, ils peuvent m'en parler et je serai tout le temps là le temps qu'ils soient dans la structure. Mhm. Mon but aussi, c'est qu'ils passent la meilleure expérience dans la structure, enfin qu'ils soient bien dedans et qu'ils soient le mieux encadrés possible, qu'ils aillent pas lâcher des EZ à la fin d'un office d'une OFI, ou Ouais. qu'ils aillent un peu titiller l'adversaire. Enfin, ça me déplaît un peu ça, mais bon. Mhm. Je pense Je suis que un c'est ce peu que là te pour dire Feyenoord, c'est encadrer aussi un peu, quoi. Mhm. c'est de l'accompagnement dans le jeu au niveau sportif, mais aussi de l'accompagnement hors jeu au niveau que ce soit dire social, professionnel, ou même apprendre les joueurs parfois qui arrivent chez nous, qui sont pas forcément très matures ou très grands, à Ouais. grandir et à devenir des personnes respectables dans le monde du jeu vidéo, même en Mhm. dehors. Parce que du coup, Ouais. les notions qu'on peut apprendre dans les mondes de l'e-sport, ça se répercute généralement dans le monde extérieur. C'est Ça ça. soit dans les deux sens, dans le sens bien comme dans le sens pas bien. Ouais. Après, il y a pas seulement ça non plus aussi, parce que comment il y a aussi le jeu aussi en lui-même, dans lesquels justement les joueurs se retrouvent, et le jeu dans lequel ils veulent faire du compétitif, généralement, c'est leur sécurité. Mhm. C'est quelque chose qui est primordial pour eux, on va dire dans un certain sens, où ils veulent réussir justement là-dedans, et c'est là où il y a justement tout, on va dire surtout l'ensemble des facteurs à prendre en compte pour que les joueurs se sentent le mieux possible, surtout, et pouvoir les accompagner de façon la plus objective et la meilleure qui soit. Mhm. J'ai vu Cat, il a mis pour ramener les cafés en LAN. Effectivement. Bon. M24, il a l'air d'être très gentil avec son manager. Plus il fait une faute dans le pseudo. Oh là là. Ouais. Mais Bah, du pas coup, très sérieux, hein. vous avez tous un peu d'expérience dans le management, et au final, vous avez chacun votre manière de manager. J'imagine qu'il n'y a pas une seule image de voilà, il faut manager, c'est ça être manager, il faut faire comme ça. C'est chacun à sa sauce pour. Bah, je fais pas mal de répondre en premier, t'as des bases management que tout le monde applique, enfin, à sa sauce, mais tout le monde les applique. D'abord, c'est savoir gérer son team play, c'est savoir gérer la communication dans son équipe. Mhm. Et après, t'as des petites choses qui vont différer en fonction du jeu et en fonction des personnes que tu as en face. Tu vas pas réagir à la même personne avec une personne qui est timide et qui a tout le temps des doutes et qui veut Ouais. se faire rassurer par son manager, qu'une personne qui est trop confiance en elle et que dès que tu vas lui dire quelque chose, elle va te sortir un non, mais c'est bon, je sais jouer. Tu vas pas Mhm. réagir à la même personne. Enfin, déjà, ce genre de personne va pas forcément rentrer chez nous, mais tu vas pas réagir avec la même façon et tu vas pas manager les mêmes personnes en fonction de leur personnalité aussi. Ouais. Mais oui, chaque personne a son manière de manager, je pense. Enfin, Luba a une manière de manager qui est différente de la mienne, et pareil, du aussi, mais Feyenoord. Après, ce que je peux Clairement. rajouter, en fait, c'est vraiment un manager, il a des compétences, c'est vraiment ça. Il faut qu'il sache faire des choses comme apporter des conditions de jeu et d'entraînement aux joueurs, qu'il ait une communication avec ses joueurs impeccable, une organisation de la section et du planning d'entraînement des tournois impeccable, Ouais. et qu'il ait un réseau au niveau des tournois, au niveau des réseaux sociaux, où il peut aller chercher de l'information sur des tournois ou quoi que ce soit, qui doit être aussi entretenu et toujours aller fouiller. Et tout ça, c'est tout le monde, ce sont des bases, tout le monde doit les avoir. Mais par exemple, la communication peut être différente entre les joueurs. C'est pas tous les managers n'ont pas la même communication.
tous les managers n'ont pas forcément le même système pour le planning d'entraînement. Certains vont utiliser un Google Doc partagé, d'autres vont directement utiliser un autre logiciel. Mais voilà, c'est des bases et ensuite chaque manager utilise un peu à sa sauce. D'accord. Du coup, pour Fénard, à 16 ans, du coup, tu gères une équipe. Et est-ce que tu te sens développer des capacités en rapport avec tout ce que tu effectues en tant que manager, en fait? Bah oui, je pense que c'est un peu obligé de sentir des capacités se développer, notamment des capacités de gestion, d'organisation, de confiance en soi. Tu prends quand même pas mal confiance en toi quand tu fais ça. Des capacités relationnelles aussi, parler avec les gens, communiquer et tout. Et après, bah, t'as une certaine rigueur quand t'es manager. Tu dois être droit essayer d'être le plus droit possible pour que les joueurs derrière soient le plus droit possible. Et après, vu que je suis assez jeune, je trouve que je prends un peu en maturité, mais c'est un peu subjectif, mais c'est un peu mon point de vue. Je me trouve un peu évolué, quoi. Est-ce que je peux te demander, Fénard, ce que ça t'apporte dans ta vie de tous les jours d'être manager chez nous? Comment? Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie de tous les jours d'être manager, à ton âge? Comme je dis, l'organisation, genre quand t'es manager, tu dois avoir une organisation qui doit être très 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 bien. Et du coup, bah, je l'applique à la fois dans mes cours, dans mon planning entre guillemets, quand je me dis je vais faire ça tel jour, ça m'apporte un peu. Enfin, je l'utilise un peu tous les jours, mes compétences de management. Voilà. Ouais, surtout que tu dois gérer du coup plusieurs trucs en fait. Vu qu'il y a l'association, il y a tes cours, il y a ta vie perso, j'imagine, tes liens sociaux et tout. Exactement. Donc au niveau de l'organisation, là aussi ça joue, j'imagine, pour gérer tout ça, quoi. C'est ça. D'accord. Et pour toi, quels sont les objectifs que devraient se fixer les joueurs pour continuer à s'améliorer, que ce soit dans ton équipe ou qui que ce soit qui joue en fait? Qu'est-ce que ça devrait être? Pour moi, de manière générale, un joueur doit se fixer des objectifs qu'il peut atteindre. Ouais. Parce que si tu te dis ouais, dans 2 ans je suis pro, et que tu l'es pas, d'une tu vas être dégoûté, deux tu vas même peut-être pas bien progresser tu vas pas assez bien progresser et ta progression sera peut-être pas très bien optimisée. C'est toujours croire en que tu peux devenir plus fort. Ouais. Toujours s'entraîner, ne jamais arrêter de s'entraîner et avoir de la volonté, parce que si on a de la volonté, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Si t'as la volonté, je sais pas moi, je prends un exemple. Regardez CR7. CR7, il est talentueux au foot, mais il a énormément travaillé pour être au niveau qu'il est aujourd'hui, contrairement à Messi. Messi, lui, c'est dans le sang que ça coule. Messi, il est venu comme ça pro, tu vois. C'est un peu comme ça que je le vois. Je vois pareil pour l'e-sport. Je compare beaucoup l'e-sport au sport normal, notamment au foot, parce que je fais du foot. Mais c'est totalement la même chose, les mêmes capacités. Oh, l'ordre, quand même. Et du coup, voilà. Et après, pour devenir pro derrière, il faut un peu de chance et un minimum de talent aussi, parce que faut tomber sur les bonnes personnes, qui te tirent pas vers le bas, mais qui, au contraire, qui te tirent vers le haut, qui te poussent vers le haut. Ouais. Voilà. C'est un peu mon point de vue. D'accord. Et du coup, en fait, ce serait plutôt de se donner des objectifs, comment dire ça, genre très proches, par exemple, dans 3 mois, ok, j'arrive à atteindre tel niveau, dans 6 mois, j'arrive à atteindre tel niveau. Ouais, c'est ça, juste des grandes lignes en se disant, bon, ok, mon grand objectif, c'est être pro, et pour y arriver, je fais ça, par exemple. Bah, comme tu as dit, se faire un objectif par palier, je trouve que c'est bien, parce que quand tu arrives à ton objectif et que tu l'as réussi, tu te dis, putain, j'ai réussi. Du coup, déjà, tu as de la satisfaction et tu te dis,
que tu t'es amélioré aussi du coup, parce que si tu passes du niveau 1 au niveau 2, c'est que tu es devenu meilleur, donc tu t'es forcément amélioré. Ouais. Voilà. Je pense qu'au niveau management, Luba qui manage la section, la chaotique, pourrait nous en dire peut-être un peu plus par rapport à, pas forcément manager les joueurs, mais manager des sections, qui fait une autre manière différente. Bah, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil parce que manager une équipe et manager des managers, ça fait bizarre, mais c'est un peu ça. C'est différent parce que, voilà, comme j'étais avec Fénard, par exemple, Fénard, quand il est arrivé, il avait encore jamais managé. Du coup, j'étais là vraiment pour le soutenir, pour lui apporter des conseils et des compétences. Si, par exemple, voilà, Poupak, un autre manager qui était déjà beaucoup plus, qui savait déjà beaucoup plus gérer une équipe, qui a beaucoup plus facilement recruté. Je l'ai surtout soutenu, j'ai aidé dans son recrutement. Je lui ai montré un planning en exemple. Je lui donne surtout des objectifs. Moi, surtout, c'est que je donne des objectifs aux managers qui ensuite les retranscrit dans leur section. Je leur donne un objectif. Moi, mes objectifs, je veux que là, ta section, je veux qu'elle soit complète, qui est coach. Moi, je vais aider aussi, mais je veux qu'il y ait un coach, je veux qu'elle soit complète. Une fois qu'elle est complète, le prochain objectif, c'est de s'entraîner à la coordination. Le prochain objectif de sa section, maintenant, c'est que tes joueurs, ils aillent performer. Voilà, c'est par étapes, je donne des objectifs et on essaie de les faire appliquer aux sections. Chaque section a des différents objectifs parce qu'elle n'est pas avancée en même temps. Là, par exemple, la Dota 2 qui était en reconstruction, l'objectif, c'était vraiment de reformer, de recompléter. Là, si je prends par exemple la CSGO, les objectifs maintenant, c'est d'essayer d'aller chercher de la performance, des résultats, ce qu'ils ont fait notamment il n'y a pas très longtemps, qu'ils ont gagné voilà, CES LAN de Strasbourg, voilà, par exemple. Ouais. Voilà, c'est pas pareil. Une équipe, si tu manages une équipe, tu es plus là, voilà, à communiquer avec tes joueurs. Je pense que c'est beaucoup plus. La communication, c'est entre les joueurs, alors que le directeur sportif, c'est avec les managers. Et c'est ça la principale différence. D'accord avec ça. Et du coup, en tant que manager des managers, tu donnes une sorte de ligne de conduite, mais qui est un peu la même pour tous les managers au final, c'est ça? Donc, Non, non? pas totalement la même ligne parce que voilà, Ouais. les sections ne sont pas pareilles. Voilà, comme j'ai dit, une section peut être plus ou moins avancée et surtout, les jeux peuvent être totalement différents, hein. On n'a pas des fois les mêmes lignes de conduite entre par exemple, voilà, un Dota 2 ou un League of Legends qui sont des MOBA et un FPS comme CSGO et R6 par exemple. Ouais. On ne fait pas de la même façon. Les entraînements sont différents, les horaires peuvent être différents, les organisations sont parfois différentes. Il y a une notion de draft, d'entraînement au draft, par exemple sur les MOBA, qu'il n'y a moins dans les FPS, même pas du tout, voire. Voilà. Donc ça, c'est la majeure différence, et la ligne de conduite n'est pas pareille, les entraînements sont pas pareils. Malgré si les objectifs qui sont, par exemple, de performer ou de rester complétés, ça, par contre, ça accorde, parce que c'est vraiment des objectifs généraux, mais des objectifs plutôt précis, c'est en fonction du jeu et en fonction des sections, quoi, de l'avancée des sections. Je pense qu'il y a aussi une notion de perpétuelle continuité parce que un joueur peut rester, un manager peut rester, mais il y a toujours des changements, un joueur qui part, donc on est obligé de recruter un autre. Du coup, il faut que le manager il assure pour ressouder l'équipe parce que du coup, c'est dessoudé un petit peu ou garder l'équipe soudée justement pour pas que quelqu'un parte, etc. Et je pense qu'il y a aussi cette notion qui, du coup, qui est pareil au niveau du bac, c'est pas qu'un manager dise j'arrive pas à manager cette section, je m'en vais ou quelque chose. Vraiment, il y a aussi tout ce côté, on va dire, plus psychologique à essayer de garder au niveau de ses joueurs ou que ce soit au niveau de ses managers. Ouais, d'accord. Et du coup, j'en viens à une question pour Fénard. Fénard, on est d'accord, t'es jeune, t'as 16 ans. Qu'est-ce que ça fait quelle importance ça a dans ton management d'avoir 16 ans? Ouais. Au niveau de l'équipe, les gens autour, ouais, je pense qu'il doit y avoir quand même un ressenti un peu Quelle différent. importance ça a. La relation avec tes joueurs, la relation avec les autres personnes, managers qui sont souvent plus âgés que toi, la relation avec tes staffs. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Que ce soit la chaotique ou les autres structures aussi, ça peut être intéressant de voir s'il y a une différence entre l'un et l'autre. Ah, je pense que ça a une petite influence que j'ai 16 ans. Quand j'arrive dans un vocal avec un joueur qu'on a 31, le mec après, sans me vanter, mais dans ma voix, on n'entend pas que j'ai 16 ans. J'ai une voix assez grave et du coup, on n'entend pas directement que j'ai 16 ans. Mais ça a une certaine importance. Après, au niveau des structures,
j'ai pas trouvé de plus spéciale différence. Tout le monde me prend au sérieux parce que la plupart du temps, quand j'ai contacté des structures, c'était souvent à l'écrit. Donc, ils n'avaient pas non plus l'information que j'avais 16 ans. Donc, non, je pense que ça a une petite importance quand les gens le savent. Parce que du coup, ils vont se dire, tiens, il est peut-être plus naïf, il est peut-être plus seul, ni ceci, cela, mais voilà. Après, vu que je dis pas tout va et tout, genre j'arrive pas dans le vocal et je dis pas ouais, j'ai 16 ans. Enfin, je dis pas, Ouais. je dis pas ça. Donc généralement, ils le savent pas, les gens. Et puis Est-ce que limite, c'est quelque tant chose mieux. que tu de cacher? 16 ans. Justement, ouais. Toi, t'as 16 ans. Non, je sais pas de le cacher. Quand on me demande de me présenter, enfin, quand je fais mon recrutement, je me présente. Je sais même pas si je dis que j'ai 16 ans d'ailleurs, j'oublie. Mais même quand je le dis, je pense que les gens, ouais, ils doivent peut-être moins me prendre au sérieux. Après, je sais pas, peut-être même leur demander à eux. J'arrive dans un vocal, je suis manager de 16 ans, t'en penses quoi? Et peut-être voir sa réaction et sa réponse. Mais voilà. Mais d'ailleurs, enfin, faut faire une petite différence entre du coup Fenar qui a 16 ans. Mais par exemple, toi, Goslim, du coup, qui a 32 ans, est-ce que tu sens que voilà, si tu dirais que tu as 16 ans, est-ce qu'on te prendrait plus au sérieux maintenant? Enfin, comment tu te sens? Est-ce que vraiment 32 ans, tout de suite tout le monde t'écoute, beaucoup plus à l'aise, quoi? Non, mais c'est ça aussi l'objectif, hein. C'est la différence, hein, c'est la différence de l'âge. C'est justement une question intéressante aussi, et c'est en fait, j'ai l'impression justement que dans le monde du gaming, il y a personne qui se conforme justement à ça. C'est tout à fait intéressant parce que comme à partir du moment en fait où tu as un discours cohérent et tu sais de quoi tu parles, généralement les gens sont tout de suite en fait intéressés par ce que tu dis. Hein. C'est la meilleure façon, je pense même d'ailleurs pour être objectif justement de garder toute l'essence si vraiment tu gardes le discours cohérent, les gens t'écouteront de façon automatique. Donc je pense que c'est aussi simple que ça. Et je pense que l'âge là-dedans, effectivement, il est pour rien du tout. L'âge y est pour, comment dire, quand les gens ont des appréhensions ou des idées reçues sur Oui, l'âge. c'est ça, des a priori, ouais. Mais à partir du moment où tu arrives à montrer, au début, tu dis pas que tu as un certain âge et que du coup, fais des preuves, ils disent, ah bah c'est bien, tu travailles bien. Là, tu dis que t'es 16 ans, enfin que t'as 16 ans par exemple. Là, ils vont tout de suite plus te prendre au sérieux et dire, ah merde, il a 16 ans, il fait du bon Ouais. travail pour quelqu'un de 16 ans. Ouais, c'est ça. Ou à l'inversement, tu commences à dire, bah j'ai 16 ans. Et là, soit les gens vont te laisser une chance et c'est des gens intelligents, soit t'en laisses pas et on sait tous la suite. Mais Voilà. ouais, je Très pense résumé. que l'âge a une différence quand on en prend compte et surtout quand on se focalise vraiment dessus, sinon ça n'a pas d'importance. Et c'est me dire aussi là-dessus, comment que je rebondis aussi vite fait, ouais. C'est que même en ayant justement, enfin, Fena, il a 16 ans et moi j'en ai 32. Et là aussi où justement je suis impressionné aussi, c'est que bah justement Fena réussit beaucoup mieux là où je réussis pas encore forcément. Donc je sais encore, et là c'est là que je me rends compte justement que l'âge pour être de façon efficace manager, il n'est pas à prendre en compte et que ça demande justement uniquement de l'expérience et des compétences et de l'organisation, quoi, tout simplement. C'est vraiment la personne qui fait ça, ouais. Et De la rigueur aussi. c'est ça, ouais, tout à Je fait. rejoins Goslim là-dessus. C'est vrai que du coup, en fait, l'âge, ça devient plus une barrière tant que derrière, il y a la maturité et les compétences qui suivent pour réussir à mettre en place du coup une équipe qui fonctionne, qui est soudée et qui arrive à montrer ses preuves, quoi. Je suis d'accord. Exactement ça, exactement. Je comprends. J'aurais une question pour toi, Feina, en sachant qu'on est. Attends, juste avant que tu poses ta question, Lord, je regarde vite fait le chat là pendant que vous parliez et il y a un exemple parfait, Nesius. De temps en temps, on joue ensemble à Rocket League et là, il vient d'apprendre que j'ai 16 ans et il ne pensait pas jusqu'à aujourd'hui. Et juste avant, je vois une question dans le chat encore. Sa question c'est du coup il a été recruté comment, il a postulé ou un truc genre bouche à oreille. Bah en gros il y a je te réexplique, mais en gros il y a un mec, il est arrivé, enfin un pote à moi, il m'a dit tu fais encore de l'e-sport et il m'a envoyé le serveur de la KO, j'ai postulé dans le serveur et Lord m'a passé un entretien et je suis là aujourd'hui. Voilà.
Je t'écoute, Lord. Quand tu dis un entretien, excuse-moi, je rebondis dessus, quel type d'entretien? C'est juste des questions, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu as fait avant, ou il y a quand même un truc qui mise en pratique pour voir de quoi tu es capable? Je vous laisse répondre, messieurs supérieurs. Alors justement, c'est là où ça venait. En tant que supérieur, je te poserai la question sur le monde après du coup, mais quel rapport est-ce que tu as avec nous en sachant que tu es à 16 ans, etc. Et qu'on enfin, on est techniquement t'es supérieur, mais on est aussi un peu là pour t'apprendre et te parrainer. Et du coup, le petit recrutement que Feyenoord a subi et que la plupart des joueurs subissent avant par moi et moi, là, surtout par Loubac ou par les managers eux-mêmes, c'est d'abord un échange. C'est se présenter, savoir ce que la personne veut, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, son antécédent. Après, c'est de savoir comment elle se comporte. C'est aussi ça, c'est savoir comment elle va se comporter, voir son vocabulaire, même si souvent ça peut rien dire, mais ça en apporte quand même beaucoup sur la personne. Savoir comment elle se comporte devant un recrutement, si elle est totalement à la one again ou si vraiment elle essaie d'être sérieuse, etc. Et après, sinon, ça serait, comment dire, c'est plus une période de test en fait qui se met en place. On peut pas juger quelqu'un juste sur un simple petit rendez-vous qui va durer au maximum une demi-heure ou une heure quand on est vraiment bablate, ce qui nous arrive souvent. Mais ça va vraiment juger sur une période de test où la personne lui dit bon ok d'accord, tu nous plais ou les compétences que tu as, c'est ok. Et on va la mettre en test, que ce soit pour un joueur, pour un manager ou même pour quelqu'un qui veut passer, qui va passer staff. Il y a toujours une période de test, savoir ce que ça donne vraiment, s'il s'implique, etc. Et c'est pas une petite période de test, généralement on évite de faire des périodes de test trop courtes parce que les gens vont donner tout sur 2 semaines, etc. Et après ils vont lâcher. Ouais. Du coup, c'est ça, c'est une petite période de test, les accompagner. Et, une fois qu'on voit que vraiment c'est la fin, dans la durée et dans la qualité, ça va bien, il devient définitivement manager, par exemple, pour Feyenoord. D'accord. Et c'est pas non plus, par exemple, pour Feyenoord, c'est pas non plus seulement savoir faire son taf, c'est pas hésiter à venir nous demander s'il a besoin d'aide, de venir. C'est aussi pas hésiter à prendre son taf en mode les gars, je sais pas faire, c'est pas grave si je sais pas faire, expliquez-moi, etc. Ça aussi, c'est un aspect important. Loubac adore expliquer aussi des choses aux gens. Oui, c'est vrai que j'adore expliquer des choses des gens et leur expliquer. Hein. Même s'il comprend pas tout parfois. Tout de suite. Mais ça va venir un peu avec ce que je voulais d'ailleurs parler avec Feyenoord, d'un moment vraiment qui est important, c'est est-ce que tu as eu des hauts et des bas et voilà, comment tu as fait pour un peu on va dire te relever entre guillemets, et je voulais savoir quel impact j'ai eu, et c'est là où notamment là, ça m'intéresse savoir si je t'ai vraiment aidé dans les conseils que j'ai donnés, de toute façon que ce soit toi ou les autres managers, et je voulais savoir comment tu as vécu ça en fait, par exemple la communication que tu as eue avec moi. Alors, est-ce que j'ai eu des hauts et des bas? Oui, j'en ai eu. C'est arrivé avant le début de cette saison, avant décembre, où en gros on était dans l'intersaison. Sur CS, t'as une saison, c'est 3 mois. T'as une ligue principale qui dure 3 mois, et entre ces 3 mois, t'as 2 mois de off où tu recrutes. T'as les gens, ils font bench des joueurs et tout. Et pendant ces 2 mois, vu que j'avais fait dépenser un investissement à l'équipe et à la structure dans une équipe, et que l'équipe avait duré 2 semaines, et où dans une deuxième équipe aussi on avait investi, elle a fait des perfs pas du tout terribles. Du coup je me suis dit, je me suis posé des questions. Est-ce que je reste manager? Est-ce que je laisse ma place pour quelqu'un de meilleur? J'ai commencé à chercher d'autres managers dans mon entourage qui puissent prendre ma place dans la KO. Et puis j'ai continué. Je me suis posé ces questions, mais j'ai continué à manager en parallèle, et du coup je me suis dit bon, j'ai fait mon choix, et j'ai voulu rester manager parce que c'est pas juste sur un échec que tout se joue. Enfin bref, je sais pas comment dire. Genre c'est pas parce que j'ai fait un échec que je suis mauvais. Je suis encore en train d'apprendre, entre guillemets, de prendre de l'expérience. Et du coup, je me suis dit je leur laisse, entre guillemets, une deuxième chance et je continue, quoi. Et du coup, j'ai réussi à rebondir, et là aujourd'hui, ça se passe bien. On a gagné des tournois, donc ça se passe bien.
Et là, je veux me dire, mais du coup, par exemple, vraiment, enfin, en étant honnête, hein, le plus honnête, hein, je ne prendrai pas mal, mais vraiment, quel impact? Est-ce que vraiment je t'ai aidé? Est-ce que vraiment j'ai été un bon soutien? Et comment tu l'as vécu, en fait? C'est ça aussi qui m'intéresse, savoir comment tu l'as vécu. Donc ouais, tu vois, quand je t'ai pas parlé vraiment de quand j'avais ces doutes, le bug, je t'en ai pas vraiment parlé, mais c'est vrai que quand je t'ai dit bah, la section va mal, tu vois, quand je t'ai dit ça, et bah quand tu m'as fait le petit Google Doc où tu m'as dit où t'as remis les choses à plat, et ben j'ai su ce que je devais faire et par quoi je devais commencer, par quoi et qu'est-ce que je devais changer, qu'est-ce que je devais continuer et tout. Et ouais, franchement, ça m'a aidé pour repartir. Ouais. J'ai appliqué ce que tu m'as dit, tes conseils, et puis on a gagné un tournoi, donc ça a marché apparemment. Mais c'est déjà fort d'avoir réussi à remonter la pente de cette manière. Enfin, c'est pas facile de se dire face à autant de pression, surtout que t'es pas tout seul. Ça veut dire que t'as une équipe à gérer, t'as des comptes à rendre à l'association, etc. Et avec tout ce truc autour, t'as réussi à te dire attends, je vais pas trouver un autre manager et c'est moi qui vais continuer et qui vais remonter la pente. Je trouve ça très très fort. Et aussi jeune, du coup, j'imagine que dans un autre cadre, t'aurais peut-être pas pu vivre la même chose et... Enfin, je sais pas, mais je trouve ça fort. Je trouve ça très très fort. Merci. Ouais. Du coup, pour continuer, est-ce que tu as eu des rencontres marquantes en tant que manager au sein de la chaotique avec Ouais. d'autres personnes? Ouais, voilà. En vrai, ouais, ouais. Déjà, quand je suis arrivé, j'ai fait la rencontre de Crazylo dans la KO. Et un soir à 22h, je me rappellerai toujours, il m'a expliqué le passé de la chaotique, donc que c'était une grosse structure en 2005, qui était pendant 2 ans, ils étaient sur le toit de l'Europe sur un jeu, et il m'a raconté que l'un des managers français qui a gagné un major, l'un des rares managers français qui a gagné un major CSGO. Donc un major, c'est le plus haut titre que tu peux avoir sur CSGO. Et est passé par la chaotique. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait mais quoi? J'ai fait, ça m'a marqué. Voilà, c'est cette rencontre qui m'a marqué. Et j'en ai une autre aussi avec le community manager de Maker Destiny. C'est une équipe du Septop français, semi-pro française. Et donc j'ai fait sa rencontre et en gros c'est lui qui m'a un peu donné des conseils, il m'a donné des tuyaux aussi, il m'a fait un petit réseau de contacts aussi. Tu me déstabilises là, Lord. Euh, euh, du coup, bah oui, il m'a fait un petit réseau de contacts et, et voilà. Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire, Lord. Et après, oui, comme dit Lord, sans vous oublier, le staff de la KO, c'est une excellente rencontre. On est passé de genre supérieur, enfin collègue à ami, je pense. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Je sais pas si c'est réciproque. Tout à fait. Et et donc, j'aime être dans cette structure et je suis pas prêt de la quitter. Voilà. Ah, c'est fort. Ah, c'est gentil. Ouais. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, pour continuer, est-ce qu'il y a des mauvaises pratiques pour jouer aux jeux vidéo, que ce soit en e-sport ou en juste joueur du dimanche? Est-ce que... ouais. T'entends quoi par mauvaise pratique? J'en sais rien, vraiment, je joue pas assez bien pour donner Mauvaise des pratique. exemples. Ah, ok. Mauvaise pratique. Il y en a plein, il y en a extrêmement, enfin il y en a C'est ça. énormément en fait. Ouais, il y en a soit- énormément. Les principales qui reviennent souvent, ça veut dire que vous voyez Magic Costume. vraiment beaucoup faire Ils vont auprès sortir. des jeunes. Quoi. T'es chaud. Ça Alors, m'inspire. c'est vrai, en fait, c'est comment, il y a quelque chose, en fait, du coup, effectivement, qui, bah, enfin, après, voilà, je parle d'une expérience plus personnelle, du coup. Mhm. Pour donner un exemple,
C'est du coup que moi, en fait, au début, quand je me suis mis à gamer vraiment, c'était sur console principalement, donc c'était des jeux solo, hein, il n'y avait pas encore tout Internet comme maintenant et tout ça. Et donc, effectivement, je passais énormément de temps à jouer tout seul chez moi, en fait, ce qui, au niveau social, en fait, est pas super, quoi. Et au niveau des relations pour la suite, ça peut devenir très vite compliqué, en fait, Je suis dès qu'on est totalement avec d'accord beaucoup avec plus toi. de personnes. Donc Ouais. voilà, c'est un exemple en fait parmi tant d'autres, et il peut y en avoir aussi après beaucoup plus. Hein. Il y a Quand tu dis solo, c'est vraiment, par exemple, le jeu, c'est en solo ou par exemple, si tu es connecté avec des personnes, ça rentre dans le cadre quand même d'avoir une activité sociale, par exemple, si tu es en escouade ou en groupe ou sur Discord. Qu'est-ce que tu entends par solo? C'est être tout seul alors dans sa chambre? oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'était Ouais. ça principalement en fait que j'avais. Et je passais énormément de temps aussi dessus, quoi. Enfin, même par exemple aussi pour un peu d'autres aussi où ça peut poser problème. Effectivement, c'est passer tellement de temps aussi dessus qu'on fait pas forcément attention aux cours, voilà, ou ce genre de Ouais. choses aussi. Donc ça fait, enfin tout ça fait partie des mauvaises pratiques, et il y en a plein d'autres en fait qui peuvent se décliner à un nombre pratiquement infini, je pense. Mhm. Donc là-dessus, ouais, Fénard, effectivement, est-ce qu'il y en a eu aussi justement des mauvaises pour toi à ce niveau-là, quoi? Bah, comme tu dis, j'ai commencé par Minecraft, donc j'étais Ah oui, Minecraft, tu joues tout seul. c'est vrai. Et j'avoue que j'ai pas passé mes super années de collège, enfin mes années de collège n'étaient pas superbes. Niveau social, certes, j'avais une bande de potes, mais est-ce qu'ils étaient vraiment amis avec moi? Et je me posais tout le temps cette question. Et ouais, genre j'ai mes 4 années de collège, à la fin de troisième, bah c'était un peu compliqué. Et puis au lycée, je me suis un peu plus sociabilisé tout en jouant autant au jeu et à jouer plus en ligne. Parce que limite, j'avais plus de potes en ligne que dans la vraie vie. Et, Ah oui, ça, ouais. du coup, au lycée, je me suis un peu plus ouvert, entre guillemets. J'ai commencé à jouer à des jeux avec des potes IRL. Et aujourd'hui, ça se passe mieux qu'avant au collège. Voilà. Après, euh, niveau cours, après, c'est juste social, la Mm. question. Ouais. Ouais, voilà. Et au niveau pour rester dans les mauvaises pratiques, est-ce que la condition physique, l'alimentation et tous ces trucs qui sont au rapport au corps ont une importance pour être un bon joueur? Par exemple, à ton équipe, est-ce que tu as des conseils de ce niveau-là? Perso, j'ai une bonne opinion dessus. Mhm. Perso, je trouve que si tu manges bien et que t'as une bonne constitution physique, que tu fais du sport régulièrement, que t'es pas en surpoids, que t'as pas trop de problèmes de santé, je pense que forcément, quoi qu'il arrive, tu auras des résultats en jeu. Mm. Perso, je fais énormément de sport. Je vais jouer au foot, je vais à la salle. Enfin, je fais beaucoup de sport à côté. Et du coup, j'essaie de bien manger à côté. Et tu vois, t'es moins fatigué. Les lignes, tu tiens les lignes quand tu tiens les lignes, tu vois, t'es plus vif. T'as Ouais. un meilleur temps de réaction, t'es plus vif, t'es moins endormi. Il y a forcément, t'as forcément un impact si tu manges bien et que tu fais du sport ou une activité sportive, t'as forcément derrière une performance en plus qui arrive sur ton jeu. Après là, j'ai vu Vitality, l'équipe 16 de Vitality ont un nutritionniste et un coach sportif, Ah ouais. et ils ont mis tous les joueurs à faire du sport et à bien manger. Et après, je sais pas, ils ont pas dit si ça avait de bonnes répercussions en jeu. Mhm. Les joueurs n'avaient pas donné leur avis, mais je pense que ça n'a que des points positifs de Ouais. faire ça. Parce que je sais il y a certains joueurs, ils sont chez Vitality, ils ont tous un petit bidou, tu vois. Ils ont tous un petit Ouais. bidou, et quand tu les vois, ils sont un peu raplapla et tout, quoi. Et après que tu les aies vus faire du sport, tu vois, ils sont plus énergiques, Mhm. plus éveillés. Enfin, je sais pas trop comment décrire, mais voilà. Ouais, ça se ressent de toute Mm, façon dans l'énergie. mm, D'accord. mm.
Alors, pour continuer, quels sont tes objectifs à court et moyen terme, que ce soit dans ton parcours perso, le parcours avec l'équipe, le parcours au sein de l'association chaotique, par exemple? Bah là, l'objectif avec l'équipe en ce moment, c'est d'essayer de passer en intermédiaire. En gros, donc tout à l'heure, je parlais de saison. Donc Ouais. c'est la Ligue ESEA, ça s'appelle. Et il y a plusieurs paliers. Il y a le palier Open où toutes les équipes peuvent s'inscrire. Mhm. Donc c'est ouvert à tout le monde. Tu as le palier au-dessus, du coup, intermédiaire, où il faut être dans les playoffs d'Open et gagner 2 BO3 pour passer en intermédiaire. Ouais. Ensuite, tu as Main, même opération, mais faut être en playoff intermédiaire pour aller en Main. Après, tu as Advance. Donc déjà, Main, tu commences à peser. Ouais. Quand tu es en Main, tu es une bonne équipe. Tu joues à CS, quoi. Ouais. Tu joues un bon CS. Quand tu es en Advance, tu es début semi-pro. Donc même opération, mais faut que tu sois à playoff de main, tu gagnes 2 BO3 et tu sautes. Mhm. Et Advance, tu deviens début semi-pro et après après la Advance, t'as la MDL où là pour le coup t'es semi-pro et derrière tu peux te qualifier, te faire inviter peut-être si t'as de la chance. Je crois que ça se passe comme ça. Te faire inviter sur des Pro League, sur des tournois du circuit du circuit CS. D'accord. Et donc nous notre objectif c'est de passer du palier open, donc du palier où il y a tout, à intermédiaire. Voilà. Notre D'accord. objectif ensemble. Perso, mon objectif perso c'est pour pouvoir accompagner au mieux mes joueurs et réaliser l'objectif qu'on s'est mis en début de saison et de m'améliorer moi-même dans ma gestion de l'équipe, dans mon management, mon organisation, toujours pouvoir m'améliorer. Voilà. Et ton équipe partage, du coup, j'imagine, l'envie d'atteindre ce palier intermédiaire. Enfin, c'est un truc, Ouais. tout le monde ensemble, ouais. Oui. Oui, bah, après tu fais aussi un recrutement un peu axé sur ça. Tu vois si le mec il est un peu motivé à aller plus haut. Bon, généralement c'est le cas. Ouais. Ils sont tous motivés. Du coup, bah ça se passe plutôt bien. D'accord. Voilà. Et comment tu juges la difficulté de te faire une place dans votre spécialité, dans votre jeu CSGO, que ce soit pour atteindre intermédiaire ou les autres niveaux? CSGO est réputé pour être entre guillemets dur pour devenir professionnel. CSGO c'est très dur de percer parce que t'as 5 joueurs. Un peu, ouais. T'as 5 joueurs et t'as peu d'équipes françaises en tout cas au niveau pro. Au niveau pro, t'as une équipe française, Vitality, qui joue vraiment, et t'as une deuxième équipe franco. J'ai deux e-sports là, franco, je sais plus quoi là. Tchécoslovaque là, avec des pays de l'Est. T'as deux Français dessus. Avant, il y avait 5 Français, mais maintenant ils sont plus que 2. Donc les places sont très chères. Ouais, Les places c'est sont ça. très chères. Et comparé aux années d'avant, où en 2015 et tout, t'avais sur la CNCS, t'avais 3, 4, 5 équipes professionnelles qui jouaient, qui pouvaient vivre de CSGO. Là, t'en as que 2,5. Donc ça devient d'autant plus compliqué. Ah oui, effectivement. D'accord. Alors, juste, je voudrais comparer à une autre chose qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'on était sur la vie de tous les jours. Mais du coup, là, mais vraiment, mais sur. Non, je regarde le chat, mais Jaja. Oui, non, mais Jaja, t'en fais pas, Jaja est toujours le même. Mais toi, tu fixes tous ces objectifs, tu fais tout ça et ça te motive et on sent que tu es investi dans tout ça, hein, que c'est ta passion, tu aimes faire ça. Mais quel est le rapport du coup avec, par exemple, ta famille, notamment tes parents? Et ça m'intéresse beaucoup et je pense que beaucoup de gens ça intéresse et beaucoup de jeunes qui peuvent avoir des difficultés avec leurs parents au niveau de la relation. Est-ce qu'ils acceptent ça? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est pas facile? Et du coup, comment tu as vécu ça aussi? Au niveau administratif aussi. Par rapport au papier qu'on doit signer, c'est ça. Quand ça commence à engager, parce que quand tu leur parles, je pense que c'est purement théorique. C'est quoi leur réaction quand tu leur as dit, bah là, c'est réel, faut signer le papier?
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ils ont réagi? En vrai, déjà, mes parents, je parle plus à ma mère qu'à mon père. Et quand j'ai dit à ma mère, je lui ai dit viens, faut que je te dise un truc. Et je vais dire, je vais manager une équipe et tout, je vais manager des gens. Et il m'a dit, ok, si ça te plaît de faire ça, je t'en prie, vas-y, fonce. Et du coup, elle m'a même donné des petits conseils de temps en temps sur gérer des personnes parce que c'est ce qu'elle fait un peu dans son quotidien au travail. Trop cool. Et du coup, au niveau mes parents, ils ont jamais été contre en soi que je m'épanouisse dans les jeux vidéo, car je pense que tant qu'ils voient que je suis heureux à jouer, ils sont contents pour moi. Alors, quand je leur ai montré que je devais faire l'adhésion à l'association, j'ai dit à ma mère, ouais, faut qu'on signe ce papier tous les deux. Du coup, bah, on l'a fait tous les deux. Et puis voilà. Après, elle dit rien de plus. Des fois, elle me demande comment ça se passe et comment ça se passe dans la structure et tout. C'est génial ça. Ah, franchement, trop cool. Ça me fait plaisir. Et franchement, je pense que je suis pas à plaindre sur ça et loin de là. Et elle t'a pas mis des conditions en mode oui, faut bien que tu fasses attention à l'école, faut pas que ça empiète sur tes notes, etc. Ah, Ouais. si je peux je veux dire que ça 10 de moyenne toute l'année, c'est parti. C'est ça. c'est ça. Exactement. Si elle voit qu'au niveau scolaire, ça va pas, je pense elle va me restreindre sur mes temps de jeu et mes temps où je pourrais être sur le PC. Mais scolairement, ça va en ce moment et ça le fait pour l'instant. Du Ouais. coup, elle me laisse gérer. De toute façon, elle m'a toujours laissé une certaine liberté pour que je prenne un peu une bonne autonomie. Mhm. Et je pense bien faire. Ouais. Voilà. Et si tu lui annonces par exemple, oui, voilà, moi je veux travailler dans les jeux vidéo ou ma carrière vraiment professionnelle va être dans l'e-sport, tu penses qu'elle sera ok quoi, ce sera pas un frein pour elle? Bah, si je lui dis demain, ouais, j'ai un contrat, je suis payé 500 € le mois, Ouais. elle va être contente pour moi et elle va me dire, elle va se rendre compte que, ah oui, donc c'est plus mon fils qui manageait qui jouait pour s'amuser et tout, il commence à travailler, entre guillemets, quoi. À être à un autre niveau, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Donc, Et ouais, c'est vrai que j'ai pas eu trop de freins par rapport à ça. ouais. Et dans ton entourage, comment les gens voient ce que tu fais en fait? Pas forcément que ta mère, enfin, ou tes parents, mais même tes amis à l'école, Bah, n'importe qui. avant, je parlais pas trop quand je jouais. Enfin, pour moi, ce sujet, c'était un peu tabou. Genre, jouer, c'était un peu comme une honte chez moi. Mais genre, je kiffais quand même jouer. Ouais. Du coup, quand je faisais mes présentations à l'oral, je disais pas tout le temps que je jouais aux jeux vidéo. Je disais pas tout le temps que c'était ma passion parce que souvent, c'était pas très bien vu. Mm. Mais aujourd'hui, j'en parle normalement. Et je suis fier de jouer aux jeux vidéo, même si ça reste quand même un peu. Faut pas trop titiller, quoi. Ouais. Un peu juste. Et non, sinon, comment les autres le voient, je pense qu'ils voient d'un bon côté, parce que s'ils voient que je suis content dedans, bah, ils sont contents pour moi, et puis voilà. Ouais. Je Mais- pense avoir un bon entourage, donc. Encore, je suis pas sûr, mais je pense avoir un bon entourage, donc ça m'aide un peu. Ouais, d'accord. Mais du coup, les gens, ils comprennent tout de suite si tu leur dis, ouais, je suis manager e-sport, visuellement, ils ont quelque chose ou t'es obligé de leur expliquer ce que c'est l'e-sport, ce que ma, tu fais? ma mère, j'ai dû lui dire, bah, quand j'ai dit, maman, il faut que je te parle, j'ai dû lui dire ce que c'est l'e-sport. Hmm. J'ai dû lui dire ce que je vais faire et tout, parce que quand j'ai dit, maman, je vais être manager, je vais gérer une équipe de jeux vidéo. Et elle entend ça, elle dit, elle a les oreilles qui saignent, tu vois. Je fais, ouais, c'est bien. Ouais, arrête de te foutre de ma gueule et va travailler. C'est ça. Et tu vois, c'est un peu les oreilles qui saignent. Du coup, bah, je lui ai dit qu'il y a des gens qui vivaient très très bien de ça. Mhm. Et après, c'est une minorité, mais je lui ai expliqué que des gens pouvaient vivre de ça. Et elle m'a compris. Et des fois, ouais, faut que je dise ce que c'est,
genre mes oncles, un peu Mhm. la génération d'avant, quoi. Ouais, c'est ça. D'avant. Pourtant, j'ai Ouais. l'impression que l'e-sport a eu un peu plus de visibilité, surtout avec la période confinement et tout ça. Il y a eu un boom où ça a beaucoup été médiatisé avec l'arrivée notamment du tournoi à Paris, je crois, de League of Legends. Enfin, il y a eu un peu de visibilité. Est-ce que ça a changé quelque chose ou rien du tout? Même avec le mondial de Fortnite qui a fait Ouais. Ouais, par exemple. énormément parler. Avec C'est ça. le Monaco Show de Naskakis aussi, qui a fait beaucoup de choses en Ouais, France. mais voilà, il y a eu un boom, un moment où l'e-sport était un peu Bah, partout, on en a après, parlé. en tant que, enfin, nous, vu qu'on est déjà dans le jeu vidéo, on est déjà dans l'e-sport, on Mm. connaît déjà et on voit pas forcément comment les personnes Ouais, c'est vrai. non habituées peuvent le voir. Je suis Et d'accord. en fait, je pense que le confinement a recentré les gens sur tout ce qui était, tout ce qu'on pouvait faire à la maison, etc. Mm. Et tout ce qui est aussi informatique. Beaucoup de gens se sont intéressés à l'informatique, un peu aux nouvelles technologies, enfin, à savoir pouvoir communiquer, pouvoir s'amuser chez eux. Ouais. Et je pense que, vu qu'il n'y avait pas trop non plus d'événements sportifs, d'événements concerts, etc., Mm. le monde qui tourne et les journalistes aussi, donc je pense qu'ils se sont concernés sur les choses qui se passaient encore et ce qui se passe encore. Ouais. Les grosses scènes, c'était C'était les scènes ouais. e-sport. Donc Mhm. c'est aussi une concours de circonstances. Après, ça a toujours été là, enfin, c'est toujours présent l'e-sport. C'est juste que vu qu'il n'y avait plus rien d'autre à présenter, plus rien que le grand public ne connaisse, ils ont commencé à présenter ça, quoi. Ouais. De toute façon, le plus gros problème, c'est vraiment que les gens se rendent compte de ce que c'est l'e-sport, découvrent l'e-sport, qu'il y ait beaucoup de communication là-dessus, parce que beaucoup de gens en fait ignorent ce que c'est. Beaucoup de Et précision. moi, je le vois parce que voilà, moi qui suis également beaucoup dans le sport classique, où je croise beaucoup de sportifs et des fois des jeunes talents qui ont vraiment un niveau national ou même international. Vraiment, quand on leur parle de l'e-sport ou même du jeu vidéo, ça peut être des sujets tabous ou mais non, c'est Ah pas du ouais. sport, c'est pas de la compétition. Alors que pourtant, c'est vrai, mais par exemple, le président actuellement des JO a dit que de toute façon, toute forme de pratique où il y a de l'entraînement, du mental et de la compétition, Ouais. c'est du sport. Ouais, je suis Et, d'accord. et c'est là où il a dit que l'e-sport, ça en fait partie parce que elle réunit ces trois conditions. C'est E-sport, il y vrai. a le mot sport. Enfin, Exactement, c'est ça. Je suis d'accord. sans entraînement, sans mental, sans persévérance, sans assiduité, il n'y aura pas de résultat, que ce soit sur un jeu e-sport ou sur un sport physique réellement. Mm. Mais Puis beaucoup après, de gens ont du mal à le concevoir, ouais, notamment la génération précédente, qui peut être les parents ou autre chose. Et des fois, ils freinent le développement parce que beaucoup de jeunes, à mon avis, pourraient avoir des talents et même pourraient devenir pro. J'en suis sûr que certains pourraient aspirer à le devenir. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de parents qui bloquent ça. Hein. Ouais. C'est sûr certain. Ils sont encore dans l'optique où les jeux vidéo, c'est du jeu déjà, première chose. C'est ça, c'est Et un loisir, c'est un ouais, c'est hobby en ça, fait. c'est vraiment du jeu. Ouais, c'est vraiment du jeu. Mm, Et mm, mm. ça va pas te faire ton futur, ça va pas faire ton métier. Et que c'est pas bon quoi pour la santé, ou c'est pas bon point de vue social, ou c'est pas bon de tout ça. Et Ouais. je pense que vraiment, il faudrait mettre vraiment l'e-sport et le jeu vidéo en face des gens là devant eux et dire que voilà c'est ça, et finalement tu vois c'est tout le contraire de ce que tu peux penser quoi. Tout à Et fait. c'est Ouais. là aussi où je trouve que ça diffère parce que certes, un jeu vidéo, c'est pas qu'un jeu, enfin, c'est pas qu'un jeu pour s'amuser, mais il y a vachement de personnes et une grosse partie de la communauté e-sport, même gaming, le prend pour jouer. Donc certes, ce n'est pas qu'un jeu, mais ça l'est en grande partie. C'est aussi une distraction, enfin, comme même le foot ou d'autres sports, même si le foot, c'est pas le meilleur exemple. Mais plein de sports, là, à la base, un sport, c'est fait pour s'amuser. Et dessus, on a rajouté des choses compétitives, des choses qui ramènent de l'argent, pour avoir une certaine excellence dans le jeu. Mais à la base, ça reste un jeu. Mais certes, ce n'est pas qu'un jeu. Mhm. Et C'est après, ça, ouais, toujours. excuse-moi. Steve. Non, je te remercie. En fait, justement, c'est ça. Enfin, ça fait partie aussi de la sécurité des joueurs. Justement, c'est toujours trouver cet amusement-là. Et aussi, justement, en tant que manager, en fait, ce genre de choses, absolument pas mettre la pression, justement, pour faire des entraînements, on va dire, pratiquement tous les soirs ou quoi que ce soit. C'est pas forcément ça non plus, en fait, parce que il y a la limite, en fait, à pas dépasser, justement, entre amusement et se dire que c'est un travail, justement. Et
même d'ailleurs aussi, j'ai pu en faire aussi l'expérience en période de confinement aussi un petit peu, et où je me suis dit ouais, je vais me mettre à Rocket League à fond, je vais m'entraîner tout le temps en fait, et au final, ce qui s'est passé, c'est que je me suis beaucoup mis la pression en fait au fur et à mesure en fait des games qui étaient en train de s'avancer, Ouais. et je voyais que ça devenait justement, on va dire un petit peu négatif au fur et à mesure en fait que ça se produisait. Donc c'est là aussi où je me suis dit que justement pouvoir faire du e-sport en fait c'est un équilibre, c'est un équilibre de tous les instants. Donc comme on a pu voir justement sur tous les sujets précédents, entre l'alimentation, entre justement le point de vue être sociable, même justement aussi au niveau des études et tout ça. Parce que c'est pareil aussi à mes joueurs, par exemple aussi à une réunion, je leur ai dit les gars, hésitez pas à le dire si vous avez des indisponibilités ou quoi que ce soit. S'il faut que vous soyez dédié un petit peu plus à vos études, il n'y a pas du tout de problème. Vous le dites, vous mettez vos dispos quand est-ce que vous pouvez, quand est-ce que vous pouvez pas. Et même si vous êtes obligé de faire une pause, on comprend tout à fait. Après, voilà, c'est suivant leurs objectifs aussi, suivant ce qui se fixe en fait eux de leur côté. Et quelque chose aussi, surtout, que j'ai insisté à dire, justement, c'est qu'une vie aussi, surtout, par rapport à leurs objectifs à eux, même personnels, justement, une vie, en fait, vaut mieux qu'une saison sur le jeu, quoi, tout simplement. Clairement. Ouais. Et pour revenir sur l'aspect sportif, c'est que beaucoup de personnes pensent que le jeu vidéo, c'est juste à taper sur 2 boutons et bouger sa souris, ou bouger des joysticks C'est pour ça. pour le manette. Mais en fait, je vois que pour s'en parler, vu que tu fais des études là-dedans, c'est aussi tout un mécanisme musculaire, Tout à fait, t'as mémoire des musculaire, compétences. Alors, mémoire de le. C'est ça. Enfin, si je peux rajouter, alors moi je suis en stab, donc je suis directement en études motricité, développement, entraînement, training, coaching physique. Ah, Et honnêtement, il y a beaucoup de gens, et même moi je vois mes propres coachs, mes propres voilà, enseignants qui me suivent, voilà, où j'essaie de développer ça, qui me disent ouais, t'es assis, t'as le cul sur une chaise, et voilà quoi, c'est fini. Alors que pourtant, et c'est là où moi je le ressens, c'est que je disais, j'adore le badminton et j'en pratique énormément, ou quand il y a un smash qui arrive à 400 km/h vers toi, ta vitesse de réaction, elle est enfin, c'est surmesuré, quoi. T'as 0,5 secondes pour réagir, et dans les FPS, je dis, on revoit exactement la même chose. Quand tu tiens une ligne, par exemple sur CSGO, et qu'il y en a quelqu'un qui arrive sur cette ligne, tu as 0,5 secondes pour réagir, Ouais. comme un smash badminton, Avant que tu te fasses ou même tuer. tu as une coordination des doigts. Moi qui étais joueur e-sport sur StarCraft à ce moment il y a très longtemps, je me souviens quand je regardais Ford jouer, ou un joueur espagnol, je sais plus son nom, mais je voyais à quelle vitesse il tapait, il faisait les entrées sur le clavier, il faisait 4-5 entrées à la seconde. Et il faut savoir les faire, ces 4-5 entrées à la seconde, c'est une coordination. Il y a une coordination à avoir, un entraînement que voilà, si tu le fais pas, t'es pas bon. Il y a beaucoup de gens, coach physique, quoi que ce soit, et ça, pour eux, ça marche pas, c'est pas possible. Et pourtant, c'est le cas. Tout à fait. Et voilà. Pour rebondir, ouais. Sur les jeux, il n'y a pas que la connaissance du jeu qui prime. Pour avoir joué longtemps à des jeux et avoir fait une grosse pause, garder la connaissance du jeu, connaître les maps, connaître les calls, connaître les armes, le recul, etc. Ça vaut rien. Enfin, ça vaut rien. Ça vaut pas autant que d'avoir des bons réflexes, des bonnes visions. Enfin, ça va jouer, mais c'est les deux ensemble qui vont faire que tu es bon au jeu. Et il y a même d'autres choses aussi au point de vue scientifique aussi qui ont été avancées aussi. Justement, c'est que justement les joueurs en fait ont tendance justement à avoir une vision globale en fait un peu plus élevée en fait, à pouvoir suivre plus d'objets en même temps, par exemple, ce genre de choses. Je sais que l'armée américaine, pour dériver un petit peu, l'armée américaine a placé ses recrutements pendant une période sur les anciens joueurs de jeux vidéo parce qu'ils avaient, selon l'étude, des réflexes beaucoup plus avancés. Enfin, c'était niveau même pilotage de drone, c'était pour le pilotage de drone. Ils avaient des meilleurs réflexes, etc., que des personnes qui n'étaient jamais entraînées, ils n'avaient jamais joué. Et c'est là où on voit que c'est peut-être pour certains pas un sport, mais ça ouvre des portes et ça fait fonctionner des choses dans le cerveau que d'autres sports ne font pas fonctionner. Ouais. Ça cerveau musculairement. Je sais qu'actuellement, dans beaucoup de maisons de retraite, ou même pour les personnes qui sont âgées, ils jouent beaucoup aux jeux vidéo, ou même ils font de la Wii U ou Wii Sport, parce que c'est une pratique qui est douce, mais c'est quand même une pratique. Et surtout, des jeux qui
permet de rester conscient et toujours développer un aspect cognitif de ces personnes-là qui s'amenuisent au fur et à mesure de l'âge. Et beaucoup de gens se disent, mais non, pas du tout, c'est nul, ça sert à rien. Et pourtant, aussi, à un certain âge, c'est excellent, en fait, justement, parce que ça fait toujours un travail. Et si tu fais, par exemple, de la Wii, c'est une pratique. Et je vois ça énormément. Moi qui fais une formation là-dedans, je le vois énormément, j'ai déjà vu. Et franchement, c'est excellent, c'est incroyable. Mais ça doit se populariser. Mais Ouais, je suis totalement toujours d'accord. Il y a Bon, surtout, après, c'est méconnu en fait, les métiers dans l'e-sport sont méconnus et même parfois un peu pris à la légère, alors qu'il y a des vrais trucs à faire dedans. Et comme partout, il y a des métiers qu'on retrouve comme l'administratif et tout ça, on peut Ouais, tout à fait. facilement aller là-dedans. Et c'est un truc qui me touche vachement à cœur parce que justement, dans la Good Luck Paris, on veut faire une action dans ce sens, la CIO des jeux vidéo, pour justement faire connaître tous ces métiers et donner envie aux jeunes d'aller de s'orienter dans les jeux vidéo, etc. parce que ça vaut le coup, quoi, et puis ça les motive en fait. Donc Il y a donc beaucoup voilà, d'écoles, beaucoup de grandes écoles post-bac qui se c'est sont ça. ouvertes il n'y a pas très longtemps, notamment à Lyon, si les gens connaissent. Au niveau de l'e-gaming, il y a trois écoles, donc dans le groupe qui est une école qui est plus axée sur le management, Ouais. l'autre sur le design graphique, donc tout ce qui va être graphique, visuel, et l'autre Mhm. tout ce qui va être création de jeux vidéo en codage. Et ça, c'est des écoles qui viennent de se créer. Et avant, qui aurait pu imaginer que des écoles de gaming ou d'e-sport puissent se créer? C'est ça. C'était totalement. Je pense qu'il y a 2 ans, effectivement, c'était complètement inconcevable. Enfin, Ça. voire peut-être un peu plus. Donc, Mm. Il y a Et encore quelques années, quand on disait, au début de l'e-sport, de la scène e-sport internationale, quand on commençait à avoir des gros cash prizes de plus de 6 chiffres, on disait mais comment c'est possible qu'on donne autant d'argent à des personnes qui sont assises sur un PC en train de toucher à des manettes, quoi. Tout à fait. et c'est Quand, là, enfin, pardon, mais de te couper, je t'en prie. mais c'est là en fait aussi justement on a vu le rebond médiatique du coup à la télé et tout ça, et je pense que c'est là qu'il y a eu le coup à jouer qui a été fait et que ça a explosé en fait du coup carrément, on va dire en grand jour, parce que comme ça, alors que la plupart effectivement comme évoqué Lubac et puis Lord aussi, c'est que pour ceux qui y sont déjà depuis des années, ça n'a pas vraiment bougé au final. C'est juste aussi au niveau de la proportion, ouais, du coup, que ça commence à prendre, que ça devient beaucoup plus important. Et du coup, même aussi au niveau des métiers, du coup, qui s'articulent aussi autour, il y a de plus en plus aussi de choses et d'opportunités aussi qui se présentent aussi grâce à ça, ouais. Quand on voit qu'une société française de création de tournois arrive à lever plus de 6 millions d'euros de fonds et qu'ils en Ouais. gardent 1 million pour aider les structures parce qu'ils savent très bien, là on parle de Nescaftus, parce qu'ils savent très bien que c'est l'avenir. Là, on voit très bien qu'il y a un avenir, ou même quand on voit des tournois avec plus de 94 millions de joueurs qui suivent le tournoi. 94 millions, c'est plus que la France. Enfin, c'est des choses énormes Ouais, comme ça. c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et puis on passe les chiffres astronomiques des tournois, des prix des tournois. Enfin, Ah, quand on ça, se prend un salaire à 8 chiffres en gagnant une compétition, voilà quoi. tout à fait. Et après, là récemment, il y a eu 34 millions de dollars les. pour la Dota 2, pour l'international 2019. 34 Ah millions de ouais. dollars. C'est astronomique et ça donne un petit peu aussi des étoiles dans les yeux, justement pour ceux qui Ouais, veulent y C'est croire. ça. c'est vrai, c'est Mais vrai. qu'est-ce que il y a de plus en plus de stars du sport régulier, du sport. Quand je dis de ça, il y a Griezmann qui a investi dans l'e-sport avec son frère, Ouais. qui ont créé la Grise Esports. Il y a David Beckham qui a créé la guilde eSports, il a investi dedans aussi. Il y a Dani Alves, j'ai entendu un article qui disait qu'il avait investi dans une structure eSports. Donc il y a des gros noms comme ça, C'est ça. du foot, en tout C'est cas ça. je suis sûr du foot, qui investit dans l'eSport. Et je Oui. me souviens moi, pendant le confinement, dans la sortie de F1 2020, quand on regardait les lives de Gotaga et tout, ils voyaient qu'ils jouaient avec des Tony Parker, Gaël C'est Monfils, vrai, j'ai vu des ça, ouais. C'est dingue, Thibaut hein. Courtois, Complètement. ils jouaient aussi avec juste avant, ils jouaient même avec un pilote de F1 du coup, qui pouvait plus pratiquer dans la vraie vie. Du coup, il pratiquait en stream sur F1 2020, quoi. Donc, comme quoi, ça commence aussi à se développer de ce point de vue-là. C'est ça. Quand on voit que un budget
pour l'année 2020, par exemple, a été de plus d'1,5 milliard d'euros Ah bah en cash voilà. prize pour l'e-sport, en cash prize, en revenu pour les joueurs, etc. Plus d'1,5 milliard d'euros en un an. Mm. C'est énorme. Ouais, Et ça, on le dit pas. complètement. Et puis, il y a plein, comme on dit les autres personnes, d'entreprises, etc., qui créent leur équipe. Enfin, dédicace à monsieur Deco qui nous écoute, qui m'a gentiment rappelé qu'un certain site pour adultes avait même créé son équipe. Ah oui. C'est dans tous les milieux que Ah les, oui. enfin, que les trucs créent leur équipe. Nassim qui nous dit le Z-Event, sans oublier Oui, le Z-Event, le Alors Z-Event ça, aussi. c'était incroyable. Le Surtout, Z-Event qui a rassemblé plus de 5,6 millions d'euros. Ah Un truc ouais, français ouais. qui a rassemblé 5,6 millions d'euros pour tous les ans, Ouais, tous les ans, et des records en plus. l'année 2020, ça a été très compliqué pour eux. Ils Ouais. l'ont mis en place de manière absolument improbable. Oui, ça a été une Et la réussite présence, formidable. ouais, exactement, la présence des gens, c'était incroyable. De moments Bah, très forts. en Ouais. plein confinement, lever C'est- une levée de fonds de 5,7 millions d'euros pour une association caritative pour des personnes malades, Ouais, c'était magnifique. complètement. J'en ai Et déjà Et fait ça, c'est- grâce qu'aux jeux vidéo. Et Et voilà, et c'est des choses c'est là. où les Vas-y. gens, excuse-moi, je te coupe, où les gens, par exemple, on va parler de 5,7 millions d'euros à la télé, on va en parler, on entend parler sur TF1, sur M6, etc. Et par Mhm. contre, Mais quand on va avoir des écoles qui s'ouvrent ou des choses que les grands publics a besoin de connaître, là, on va moins l'entendre. Ouais, Et c'est c'est petites vrai. comme ça, c'est dès qu'on parle d'argent ou de grosses choses, et souvent mal, on les entend. Mais quand on entend des choses bien dans les sports, ça, on l'entend beaucoup moins bien Ça a sur la beaucoup moins, télé. effectivement, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup moins d'écho, effectivement, dans ces cas-là, au niveau des médias. Ouais. Ouais. Et par contre, là aussi, où le ZFF a fait très fort et a pu démontrer aussi justement que toute cette communauté-là, quelle qu'elle soit, en fait, pour n'importe quel joueur, ça a été vraiment une voix unie et enfin vraiment aussi justement à toujours cette bienveillance là, je pense, dans le fond, au niveau de l'esprit, en fait, qui veut toujours communiquer plus et donner le meilleur justement dans toutes les branches qu'elle peut représenter. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. On est très soudés les uns avec les autres, ça c'est vrai. Dès qu'il y a un appel, les gens sont présents en fait et veulent participer. Et sont heureux de participer même en fait, en C'est donnant ça. et tout ça. Ouais. C'est très fort, c'est très Puis fort. même, il y a beaucoup de formations, même entre amis, entre collègues, ou entre personnes qui se connaissent pas ou qui viennent se connaître, disent ah bah tiens, est-ce que tu veux que je t'apprenne ça? Est-ce que tu veux que je t'apprenne ceci? Enfin, il y a Ouais, beaucoup de choses comme ça. Et par exemple, Génération e-sport qui propose des formations, même les écoles, enfin comme on l'a dit, qui viennent de se créer à Lyon, la gaming school. Enfin, il y a plein ouais, de choses c'est qui vrai. font en sorte d'apprendre, de donner une structure à l'apprentissage des jeux vidéo et d'e-sport en général, que ce soit gaming, management ou structure. Et ça, c'est tout nouveau et on l'attend depuis longtemps, quoi. Complètement. Et je pense que justement, ouais, l'accompagnement qui est donné via tout ça, je pense que c'est d'autant plus formidable aussi que justement là, il peut y avoir les meilleures pratiques justement qui sont inculquées dès le départ en fait, dès la prise en compte dès le début, on va dire du cadre, tout simplement. Et avec le fond bienveillant qui, je pense, est déjà présent pour beaucoup aussi, je pense que ça va donner quelque chose d'encore meilleur, ouais, qui est déjà présent actuellement. Complètement. Je vous propose d'aller doucement vers la fin de l'émission. On a déjà pas mal dépassé. Mais c'est vrai que c'était très Oui. intéressant. Donc ouais, c'était cool. voilà.